Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. On va parler des GEF dans quelques instants, mais tout de suite, les brefs de la semaine avec une grosse actualité en matière d'agents. Sur la consultation du conseil de discipline, sur l'interagir d'un fonctionnaire à la retraite contre un tableau d'avancement, non. Sur la faculté pour l'administration d'engager une procédure disciplinaire pour des faits au pénal antérieurs à l'entrée dans la fonction publique de l'agent, réponse oui. Un décret qui modifie le régime des médiateurs nationaux, interrégionaux, régionaux en matière d'établissements publics de santé ou d'établissements sociaux, médico-sociaux. La question de savoir si on a un accès à une enquête administrative au titre de l'accès au dossier de l'agent, réponse du Conseil d'État 28 avril 2023. Une note sur l'application du RIFSEP aux emplois supérieurs de la haute fonction publique de l'État. Et puis le fait que la mise en retraite anticipée pour invalidité à la demande de l'agent. À la demande de l'agent n'est pas une perte involontaire d'emploi, donc il ne peut pas demander par exemple l'allocation de retour à l'emploi. Les élus ont un régime en France leur imposant de parler en français lors des débats dans les assemblées locales. Il pourrait y avoir un débat si jamais on parle dans une langue régionale mais avec une traduction. En revanche, la traduction en langue régionale de débat en français ne pose aucun problème en droit. Mais si on est candidat seulement, si on est candidat, on a le droit de s'exprimer même dans une autre langue que la langue officielle nationale, nous dit la CEDH. Principe de neutralité s'imposant aux bâtiments publics et aux élus, eh bien non, sur un bâtiment public, sur une mairie, sur son fronton ou sa façade, on ne va pas mettre une banderole pour ou contre, en l'occurrence contre la réforme des retraites. Théâtre Paris, 3 mai 2023, voire déjà dans le même sens, Théâtre Grenoble, 29 mars 2023. Retraite toujours, mais sous un autre angle. La question se pose savoir si on peut utiliser un RIP, référendum d'initiative partagée, pour s'opposer à une réforme en cours. C'était l'objet d'un de nos dossiers récemment. Eh bien, la réponse est a priori non, puisque si on va faire un projet de RIP, il devra être fait soit après la réforme, mais oui, mais il faut attendre un délai d'1 an, nous dit l'article 11 de la Constitution, soit avant, et si c'est avant, eh bien, il ne change pas le droit, ce n'est pas une réforme, s'il s'agit uniquement de revenir au statu quo ante. Confirmation, 3 mai 2023, Conseil constitutionnel. Et puis retraite toujours. Les dégradations commises durant les manifestations des retraites donnent lieu, ça y est, maintenant, comme au lendemain des prédations commises par certains gilets jaunes, donnent lieu maintenant à des demandes préalables pour demander, les communes, les assureurs, départements, demandent à l'État d'indemniser les dégâts commis. Ben oui, mais attention, il faut y penser, ne pas laisser passer cette expression, mais il faut bien prouver que chaque dégât est commis dans le cadre de ces manifestations du gilet jaune, que ce n'est pas sur des bandes isolées à tout à fait ailleurs. Et là, les éléments de preuve et de procédure à suivre nécessitent beaucoup de prudence. Attention. Contentieux également, mais cette fois-ci en termes de réforme. 2 projets de loi ordinaires et organiques sont passés en Conseil des ministres pour réformer la justice. Et justice qui est rendue au nom de l'État. Donc du coup, c'est à l'État de payer les pots cassés, même quand ce n'est pas en réalité la justice qui l'organise lui-même. On le savait déjà pour les universités, pour le disciplinaire, on vient de l'apprendre pour les ordres professionnels, chirurgiens dentistes en l'espèce. Parlons d'aménagement maintenant au sens très large. On a une évolution à la marge du contenu des demandes d'autorisation d'urbanisme. On a une confirmation, mais plutôt amusante par le tas de Limoges, de ce que non, on ne peut pas utiliser le DPU juste pour s'opposer à un projet qui déplaît. 2 arrêtés sur le diagnostic à faire par le maître d'ouvrage des déchets du BTP, en cas de démolition ou de réunification significative. Et un arrêt sur la faculté pour la CNAC, un aménagement commercial, de se prononcer sur un projet malgré le désistement devant elle. Et puis le schéma national des véloroutes, il existait déjà, mais il vient d'être réformé et d'entrer en vigueur au JO, ça va bientôt passer au BO. Le fonds Barnier voit certains de ses financements augmenter, jusqu'à 40% pour certaines TPE, certains éléments sur certaines cavités. Un arrêt du Conseil d'État intéressant sur le fameux projet du terminal gazier du Havre. Et puis une très grosse note de la DGS, ministère de la Santé, sur la réforme de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à la suite d'une directive, une ordonnance, 2 décrets et 15 arrêtés. Sur les néonicotinoïdes, betteraves. Pour les betteraves, les carottes sont cuites, parce que la Cour de justice de l'Union européenne, invalidant la position belge, mais la position française était la même, sur la possibilité d'y déroger, et le cadre de celle-ci, la CJUE avait censuré le droit belge le 19 janvier 2023. Au lendemain de ça, la France avait adapté sa position, le gouvernement, à l'évolution du droit, ce qu'était le droit européen. Confirmation maintenant par une décision du Conseil d'État du 3 mai 2023. En matière de contrat, ça y est, on commence depuis le 2 mai à être dans la phase de mise en œuvre du règlement européen DMA, ce qui va changer pour les géants du net et la gestion de nos données. Mais du coup, ça nécessite des adaptations pour nos marchés publics, attention.
Titre d'identité, depuis le 12 avril, mais la communication sur ce point a surtout été faite à partir du 28 avril, le ministère de l'Intérieur confirme qu'il y a une suspension, notamment sur le site internet, des renouvellements de titres d'identité quand c'est juste pour changement d'adresse, histoire de faire passer ceux pour lesquels il y a une vraie urgence. Et puis les mini-brèves, que voici, et que voilà. Mais passons à notre grand dossier, la DGF en 2023. La DGF en 2023 a donné lieu à pas mal d'interrogations, de surprises, d'annonces gouvernementales qui ont été respectées mais qui ont donné lieu à des interrogations. J'ai voulu surtout ça, demander à un grand spécialiste, Luc Alain Verviche, son avis et son décryptage. Bonjour Luc Alain. Bonjour Eric. Alors, les fameux 320 millions d'euros de l'État en plus pour la DGF 2023 ont-ils vraiment changé les choses ? Ils ont changé considérablement les résultats qui ont été publiés par la DGCL le 1er avril. Et ce n'était pas un poisson, parce qu'il faut bien reconnaître que la plupart des collectivités communales, notamment, ont lieu de s'en satisfaire. On va le voir tout à l'heure, mais par exemple, c'est assez marquant qu'on ait plus de 31 000 communes qui ont une DGF en augmentation en 2023 et à peine plus de 3 000 qui voient une DGF diminuer. Alors que l'année précédente, comme d'ailleurs toutes les années précédentes, on était à peu près à moitié-moitié. Ça veut dire qu'on a un vrai bouleversement de situation. Il est évidemment lié à deux facteurs particuliers. Le premier facteur, ce sont ces fameux 320 millions qui ont servi d'alimentation pour la péréquation, et notamment la péréquation rurale. Et deuxièmement, c'est le fait que cette péréquation a été financée par l'État, et donc elle n'a pas fait appel aux communes par le biais de ce qu'on a toujours coutume d'appeler l'écrêtement, qui en fait aboutissait à reprendre aux communes d'une main ce qu'on leur donnait de l'autre. Et en ce sens, c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait significatif. J'ajouterais que, puisqu'on parlait du monde rural, en fait, la quasi-totalité, si on prend toutes les communes de moins de 10 000 habitants, plus de 90% d'entre elles, en fait, ont une DGF en augmentation. La strate qui est de la moins bien traitée relativement, c'est celle des communes de 10 000 à 50 000 habitants. Et ceci pour des raisons assez simples. D'abord, c'est que la DSU, la dotation de solidarité urbaine, a augmenté moins que la dotation de solidarité rurale. Et le deuxième élément, c'est que la dotation nationale de péréquation, dont une bonne partie de ces communes-là bénéficient, elle baisse d'année en année, puisque en fait, elle n'est pas réévaluée. Et puis, une partie un peu plus importante tous les ans s'en va vers l'outre-mer. Qu'est-ce qui explique les baisses individuelles que l'on a parfois ? Alors en fait, il y a deux éléments qui nous paraissent significatifs. Il y en a un qu'on n'est pas encore à même de contrôler ou de vérifier précisément parce qu'on attend la publication des critères détaillés par le ministère de l'Intérieur qui interviendra vraisemblablement à la fin du printemps, comme c'est classique. Bon, premier élément, c'est évidemment la baisse de la population. On a une croissance démographique importante tous les ans, elle est un petit peu ralentie, mais classiquement, une bonne partie des communes françaises, en fait, voient leur population augmenter. Alors on sait à quel point les conditions techniques de recensement parfois donnent lieu à des fluctuations difficilement compréhensibles pour certaines communes, mais grosso modo, le premier facteur de baisse, c'est celui pour les rares communes qui ont vu leur population baisser, de l'effet classique sur notamment la dotation forfaitaire. Puis le deuxième élément, et ça c'est quelque chose qui commence à monter en puissance, dont beaucoup de collectivités locales ne sont pas complètement conscientes, c'est le fameux coefficient, la fameuse fraction de correction qui joue aujourd'hui pour atténuer le passage de l'ancien mode de calcul du potentiel financier au nouveau mode de calcul qui intègre à hauteur d'à peu près 5 milliards d'euros des recettes nouvelles. Et cette fraction de correction, pour la première fois en 2023, elle a été légèrement atténuée, elle a été prise en compte à hauteur de 90% seulement. Et quand on verra le détail des critères, on se rendra peut-être compte, comme le montre la carte que j'ai eu le plaisir de préparer avec Philippe Batman à la direction des études, on verra peut-être que ce sont ces communes-là qui souffrent un petit peu en fait de l'évolution. Et ceci, évidemment, sera de plus en plus marqué. La carte montre ce que serait la situation potentielle en 2028, toutes choses égales par ailleurs, bien sûr. On voit quand même qu'il y a des géographies assez significatives, pour des raisons qui tiennent à plusieurs facteurs, la nature des nouvelles recettes, comme je l'ai dit, mais aussi un petit peu
et ça peut paraître un peu curieux, eh bien, le poids de la pression fiscale départementale avant le transfert du foncier bâti qui a été fait déjà il y a quelques années. Est-ce que les problèmes de fond ont disparu? Alors, les problèmes de fond, clairement, n'ont pas disparu. D'abord, je le disais tout à l'heure, l'État a suspendu la règle de l'écrêtement. Il l'a suspendu en 2023. On est incapable de savoir si il la suspendra en 2024. Et cette règle, hein, je le répète, elle consiste tout simplement à faire en sorte que les montants qui augmentent tous les ans vers les dotations de péréquation soient financés en fait par une baisse de la dotation forfaitaire. J'ajoute entre parenthèses que cette année, les intercommunalités ont été un petit peu mises à contribution par le biais de la dotation de compensation, qui a baissé aussi, sensiblement moins que les années précédentes, parce que là aussi, on ne leur a rien demandé pour financer la péréquation. Or, on sait que cet écrêtement a de gros problèmes. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2022, la ville de Paris payait à elle seule 30 millions d'euros, c'est-à-dire à peu près un cinquième du total, et que la ville de Paris, ayant vu sa DGF tomber à zéro, et ne peut évidemment plus rien payer de cette sorte. Donc si jamais en 2024 la règle était rétablie, on se retrouverait inévitablement avec les difficultés qu'on a connues jusque-là, et bien évidemment avec une montée en charge progressive du poids demandé, de la contribution demandée aux communes écrêtées, ce qui exacerberait en quelque sorte les difficultés. Deuxième élément qui fait que tout n'est pas résolu, c'est qu'une partie des dotations sont fondées sur le calcul de ce qu'on appelle l'effort fiscal. Or, la loi de finances pour 2022 avait prévu une modification très importante de l'effort fiscal, et cette modification très importante, eh bien, elle est pour l'instant complètement suspendue parce que ses effets sont, je dirais presque meurtriers. En tout cas, dans certains cas, ils aboutiraient à bouleverser complètement la situation d'un certain nombre de communes dans des intercommunalités fortement intégrées. Le troisième élément qu'on peut mentionner, c'est quand même celui des critères. Alors on le sait, hein, les critères, le potentiel financier, je l'ai dit, a été modifié assez profondément. Mais parmi les critères qui concernent les communes rurales, il y a eu une tentative de la part du ministère de l'Intérieur, avec le concours du comité des finances locales, de substituer à la composante voirie, à l'indicateur du linéaire de voirie, un indicateur davantage de prise en compte de la spatialité, hein, c'était un indicateur densité qui était un peu compliqué, et le Sénat n'en a absolument pas voulu, pour un certain nombre de raisons qui, en fait, pour partie, je pense, sont justifiées, et notamment le fait que la voirie dans les communes rurales, c'est quelque chose de très important, et que abandonner le concept même de la prise en compte des charges de voirie, ça peut être un facteur d'inquiétude un petit peu pour les communes rurales. Donc, il y a quand même pas mal de choses à revoir, enfin, en tout cas, à repenser. On ne sait pas ce que pourra faire l'État en matière financière en 2024, mais clairement, ça confirme un sentiment qu'on a de façon générale, qui est que la DGF, dans son état actuel des choses, elle est quand même vouée à une très très profonde modification. Et oui, mais comment traiter la diversité des situations des collectivités? Alors, c'est évidemment tout le problème de la diversité de notre beau pays, de l'hétérogénéité des situations, du fait que deux communes de même population, même limitrophes, ne partagent pas les mêmes contraintes, qu'une a gardé un certain nombre d'équipements publics et que d'autres ne les a plus, que certaines ont vu des compétences transférées à leur communauté de communes, par exemple, et d'autres les ont gardées. Le fait que, bien évidemment, aujourd'hui, la fiscalité locale aussi a du plomb dans l'aile, parce que remplacer finalement ce qu'était la taxe d'habitation, ce qu'était la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises par une fraction de TVA sur une base historique figée ou quasiment figée, ça modifie complètement la notion même de potentiel. Et ce potentiel était censé finalement égaliser le regard qu'on portait sur des situations différentes. Donc on est aujourd'hui bien en peine de construire quelque chose qui aboutisse effectivement à dire ben, on a des catégories de communes qu'on traite un peu ensemble. Par exemple, les communes de montagne, elles ont une petite part hein, d'analyse différenciée, notamment par le kilométrage de voirie qui pèse un peu plus. On a les communes
insulaires, notamment de l'océan Atlantique, qui bénéficient d'une part spécifique. On a les groupements touristiques qui, pour la première fois en 2023, depuis longtemps, vont voir leur dotation augmenter pour des raisons qui sont des raisons historiques, hein, et qui tiennent à l'évolution globale de la DGF. Et puis, on a quelque chose qui nous paraît à nous assez significatif. On a publié sur ce point il y a quelques semaines, c'est la montée en charge de la dotation biodiversité, qui est passée en fait de 5 millions d'euros à plus de 40 millions d'euros en l'espace de 4 ans seulement. Donc c'est une très très forte augmentation qui concerne les communes qui sont situées dans un parc national, dans un parc naturel régional, dans un parc marin, qui sont limitrophes d'un parc marin, ou même certaines communes qui ont une proportion importante en zone Natura 2000 de leur territoire. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les règles du jeu de cette dotation biodiversité, adaptées encore en 2023, se traduisent par le fait que dans les communes de moins de 100 habitants, par exemple, eh ben, qui touchent, alors toutes ne perçoivent pas, hein, mais celles qui perçoivent, eh bien, la dotation représente plus de 20% en fait aujourd'hui des dotations de péréquation. Et donc on peut se demander si en fait c'est pas une voie de l'avenir d'avoir finalement plusieurs concours différents. Alors ça te rappellera, hein, l'époque de la première DGF, celle des concours particuliers. C'est une solution qu'on pourrait imaginer de développer. L'autre, on le sait, étant celle du passage par le filtre intercommunal, au motif que, par exemple, les intercommunalités connaissent leur territoire et sont capables finalement d'apprécier comment aboutir à une forme d'équité des ressources territoriales. Mais on sait que sur ce point, il y a une opposition très très forte de la part de beaucoup de maires, et notamment de l'Association des maires de France, opposition qu'on peut comprendre. Vaste débat en effet. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando associé pour VK. Pensez à vous abonner, c'est par là. Merci, au revoir.